000. Nous n'avons plus d'oxygène. Proximité de sol. Aéropérou 603. Nous avons une urgence. L'aéroport John Fitzgerald Kennedy, dans la banlieue de New York, est l'un des plus actifs du monde. En 1999, près de 32 millions de passagers y ont transité pour un total de plus de 340 000 vols. Parmi eux, aucun ne sera autant controversé que le vol Egyptair 990. Le sort de cet avion pèsera lourdement sur les relations entre deux pays pourtant alliés. La tragédie révélera un défaut technique sur un des avions de ligne les plus utilisés. Et elle nécessitera l'intervention du FBI. On a visionné les bandes de vidéosurveillance pour voir si quoi que ce soit d'inhabituel avait été embarqué. Les enquêteurs américains et égyptiens proposent deux versions différentes. Était-ce un accident tragique ou un crime odieux ? Il est un peu plus de 1 h du matin, ce 31 octobre 1999, et les 217 personnes à bord du vol Egyptair 990 attendent de décoller. Le commandant de bord, Ahmed El Abachi, travaille pour la compagnie depuis 36 ans. L'OPL, l'officier pilote de ligne Adel Anwar, a 36 ans. Il a échangé sa place avec un collègue pour rentrer à temps pour se marier. Il sera bientôt marié. Félicitations, Adel. Merci beaucoup. Le chef pilote de la compagnie sur 767, le commandant Hatem Roujdi, les rejoint dans le poste de pilotage. À 1 h 20, l'OPL Adel Anwar passe en revue la procédure de décollage avec le contrôle aérien. Voler vers le point d'entrée pour monter vers 5000 pieds. Volant vers le point d'entrée, autorisation de décollage, piste 2-2, droite, Égypte, Air 990 Heavy. Tu as prévenu le PNC? Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, PNC, position de décollage. Après la bénédiction d'usage, l'OPL assiste le commandant pour le décollage. Par mesure de sécurité, il pousse les automanettes à 2. Pour les vols de 10 heures et plus, Egyptair fait embarquer un équipage de relève pour partager le travail. L'équipage en fonction assure le décollage et l'atterrissage. Celui de relève, le trajet intermédiaire. Ce soir-là, le commandant Raouf Noureddin et l'OPL Gamil El Batouti composent cet équipage. Ce sont eux qui prendront le relais après 3 ou 4 heures de vol pour piloter l'avion jusqu'aux abords du Caire. V1, rotation. Vario positif des deux côtés. 1000. Egyptair 990, contact et départ, fréquence 125,7. 125,7, au revoir. Un grand nombre de passagers sont des retraités américains qui partent à la découverte des merveilles égyptiennes. Mon père et Jenny s'étaient mariés le 23 octobre 1998. Pour leur premier anniversaire de mariage, ils avaient décidé d'aller en Égypte. Les parents d'Anita Childs étaient sur ce même vol. Ils s'amusaient toujours beaucoup lors de ces voyages organisés. Ils voyageaient souvent et avaient hâte de faire celui-ci. Voir la Terre Sainte surtout. Maureen Sacratini et son frère John Simmermeyer étaient heureux de voir leurs parents voyager. Ils aimaient particulièrement les voyages proposés par Elder Hostal. Et celui-ci, pour découvrir les pyramides et les autres sites historiques, en était un. 14 membres expérimentés de la compagnie aérienne composent le personnel navigant commercial. Il y a également 33 officiers et pilotes égyptiens qui reviennent d'un entraînement avec les forces américaines. Ancien instructeur de vol de l'armée égyptienne, l'OPL de relève Gamil El Batouti est un des doyens d'Égyptair. Il est nettement plus âgé que ses collègues et ces derniers par respect l'appellent commandant. Mais certains pensent que le commandant El Batouti bénéficie depuis trop longtemps des faveurs de vieux amis.
Un peu plus de 20 minutes après le décollage, Gamil El-Batouti s'apprête à se lever de son siège. Ancien enquêteur du NTSB, l'équivalent du bureau d'enquête et d'analyse, Greg Phillips a étudié tous les détails de ce vol. L'OPL de relève, qui aurait dû venir dans le cockpit plus tard pendant le vol, est entré dans le poste de pilotage une vingtaine de minutes après le décollage. Salut Jimmy, ça va? Et vous? Quoi de neuf? J'ai dormi, ça va. Attends, autant que je te le dise, je ne vais pas dormir du tout. Je viendrai peut-être m'asseoir 2 heures. Non, mais j'ai dormi, j'ai dormi. Tu ne veux pas te lever? Si, va te reposer. Vous auriez dû me le dire, commandant Gamil. Vous auriez dû me dire, Adèle, je ne t'ai pas vu. J'assurerai la première partie. Le jeune OPL est surpris de voir Gamil El-Batouti le remplacer si tôt dans le vol. Prenez votre temps, reposez-vous. Et quand vous vous réveillerez, revenez. D'accord? Je viens de toute façon. Tu feras la fin du vol, c'est tout. On ne procède pas de cette façon. Vous voulez vous installer? Pas de problème. Je reviens. Je vais me chercher à manger et je reviens. Très bien. Pourquoi il ne vous apporterait pas votre repas ici? Ensuite, j'irai dormir, d'accord? Très bien. Avec votre permission, commandant. Sur ce, Gamil El-Batouti sort chercher son repas. Le copilote cède et remet les commandes à son aîné. Normalement, pour les passagers et l'équipage, c'est la partie la plus calme d'un vol relativement long. Les nombreux systèmes automatisés s'occuperont du vol dans les prochaines heures. Il est très rare qu'un avion de ligne survolant l'Atlantique de nuit rencontre des problèmes. Souvent, s'il se passe quelque chose, c'est lors de l'approche, de l'atterrissage ou près d'un aéroport. C'est très rare d'avoir un pépin en plein océan au milieu de la nuit. Excuse-moi Jimmy, il faut que j'aille aux toilettes. Vas-y. J'y vais avant qu'il y ait foule, tant qu'il mange. Je reviens. Mais les problèmes vont s'abattre sur le vol 990 avant le retour du commandant de bord. Et le sort de l'appareil sera entre les mains du copilote, un homme qui n'aurait pas dû se trouver là. Pour l'heure, le vol Égyptaire 990 est en route pour le Caire, la capitale égyptienne. Et tout se déroule comme prévu, même si Gamil El-Batouti est seul aux commandes. C'est alors que l'avion se met à plonger. La chute est si rapide que l'apesanteur règne dans l'appareil. Au départ, l'avion était à 1G, la situation normale pour un vol de croisière. Mais si le nez pique, c'est comme lorsque vous descendez une route de montagne en voiture à grande vitesse. Vous êtes soulevé de votre siège et vous ressentez une sorte de légèreté. Et si la descente se prolongeait, vous vous sentiriez de plus en plus léger. Je m'en remets à Dieu. L'OPL ne prononce que cette phrase encore et encore. Le commandant El Habashi tente désespérément de retourner dans le cockpit malgré l'absence de gravité. Un journaliste américain installé en Bretagne a lui aussi suivi l'histoire de ce vol. 16 secondes après le début de la plongée, alors qu'il y a eu dans l'avion d'abord une gravité zéro, puis une gravité négative, le commandant a réussi à rejoindre le poste de pilotage. Comment il a fait, je ne le saurai jamais. Les instruments indiquent que la chute dépasse la vitesse maximale autorisée pour un 767, les emmenant à 99% de la vitesse du son. Trop élevée pour la cellule, cette vitesse conduit à une désagrégation de l'avion. Que se passe-t-il? Je m'en remets à Dieu. Je m'en remets à Dieu. Le commandant tire de toutes ses forces sur les commandes. Puis
Puis il utilise les moteurs pour stopper la chute en poussant les automanettes. Mais rien ne se passe. Qui a coupé les moteurs? En dernier recours, le commandant déploie les aérofreins, des panneaux logés sur les ailes pour essayer de ralentir la plongée vertigineuse. La vitesse diminue, évitant à l'avion de franchir le mur du son. La plongée continue, mais le nez remonte. En quelques secondes, l'avion passe de 0 à 2G. Le commandant El Habashi se bat pour faire se redresser l'avion en tirant à nouveau sur les commandes. Et la chute du 767 commence à ralentir. Tire! Mais au bout de quelques secondes, les moteurs s'arrêtent. Le courant est coupé, plongeant l'avion dans l'obscurité. À cet instant, les 2 enregistreurs de vol s'arrêtent également. Personne ne sait ce qui se passe à bord pendant les 2 minutes qui suivent, mais d'après le radar, l'avion remonte à nouveau. De 5000 mètres, il remonte à plus de 7500. Mais la cellule de l'appareil a été endommagée par la vitesse et les manœuvres inhabituelles. Tire! Puis l'avion entame un 2e plongeon. Soumis à des contraintes trop fortes, le moteur gauche est arraché. Égyptaire 990, centre de New York. Égyptaire 990, centre de New York. À 1h52, le vol 990 disparaît des écrans radars. Il s'est abîmé dans l'Atlantique à une centaine de kilomètres des côtes américaines. À 2h15, les gardes-côtes reçoivent un appel leur signalant la disparition de l'appareil. Le navire-école de la marine marchande, le King's Pointer, est le premier sur les lieux. Au lever du jour, on a repéré de l'huile sur l'eau. Ça a été le premier signe. On a suivi les traces d'huile et presque tout de suite, on a repéré des débris en surface. À Héliopolis, une banlieue du Caire, la fille du commandant El Habashi ne peut qu'imaginer ce que son père a vécu. Pouvez-vous imaginer un de vos proches, votre père, votre fille ou votre frère, face à l'horreur d'une situation où il chute brutalement de 36 000 pieds et où il essaie de sauver sa vie, celle de ses collègues et celle des passagers? Dans cette maison du Maryland, la matinée du dimanche vire au cauchemar. Je me suis réveillée à 5h30. On a allumé la télé pour voir la météo. On se demandait à quelle messe on allait assister. Et sur CNN, on a vu un déroulant. Le vol 990 portait disparu. J'étais en état de choc. J'ai couru jusqu'au réfrigérateur où j'avais accroché l'itinéraire de mes parents. Et je me suis mise à sangloter sans pouvoir me contrôler. J'ai hurlé, je ne savais pas quoi faire. Nous avons localisé une vaste zone de débris où nous avons concentré nos recherches. Il s'agit d'un périmètre de 90 km² situé à environ 50 000 nautiques au sud de Nantucket. Fin octobre, les eaux de l'Atlantique Nord sont si froides que l'espérance de vie est de 5 à 6 heures. Au Caire, mais la fille du commandant de relève, Raouf Nourildin, veut encore y croire. J'essayais de me convaincre que mon père n'était pas à bord, ou que s'il l'avait été, il s'en sortirait. Car c'était un ancien pilote de l'armée de l'air et il avait beaucoup d'expérience. Je pensais que si l'avion s'était écrasé, mon père aurait été en mesure de se mettre à l'abri et ensuite de nager jusqu'à la terre. Mais sur les lieux du drame, on ne récupère que des fragments. Et au bout de quelques heures, les autorités concluent qu'il y a peu d'espoir de retrouver des survivants. Nous pensons qu'à ce stade, il vaut mieux que personne ne s'attende plus à ce qu'on trouve des survivants. Le président égyptien, Hosni Moubarak, s'adresse à une nation en deuil. C'est à l'époque le pire accident d'avion de l'histoire du pays.
Nous sommes en état de choc. C'est une tragédie et j'adresse mes condoléances à toutes les familles des passagers et de l'équipage victimes de ce drame. Je suis en contact avec le président Clinton qui nous apportera son soutien dans le cadre de l'enquête qui devra mettre en lumière les raisons de cet accident. De son côté, le président américain s'engage également. J'ai parlé avec le président Moubarak aujourd'hui pour lui adresser mes condoléances et pour l'assurer que nous travaillerions ensemble de manière étroite pour résoudre cette affaire. Nous ne savons pas ce qui a provoqué cette tragédie. Dans le nord de l'Indiana, l'historien spécialiste de la musique, Jim Brokaw, apprend ce qui est arrivé à son père et à sa belle-mère. Parmi les nombreux sentiments qui m'ont envahi en cette matinée terrible, je me suis notamment dit que dans le monde entier, des gens devaient faire face aux mêmes circonstances tragiques que moi, qu'ils ressentaient la même impuissance et la même détresse. Effondrés, les premiers proches arrivent à Newport dans l'état de Rhode Island. Ils veulent des réponses et tentent de se réconforter mutuellement. Il y avait à bord 100 Américains, 89 Égyptiens, 21 Canadiens et 7 ressortissants d'autres nationalités. Tous se demandent quelle est la cause de cette tragédie. Pendant des années, des équipes d'enquêteurs vont s'efforcer de répondre à cette question. Nous entamons une enquête qui s'annonce peut-être longue et nous sommes prêts à faire ce qu'il faudra pour trouver les réponses aux questions posées. À Washington, Greg Phillips est nommé à la tête de l'enquête du NTSB, l'équivalent du Bureau d'enquête et d'analyse. Dès le début, on a compris que ce serait très difficile. L'avion était en vitesse de croisière, de nuit, au large, et on n'avait retrouvé que quelques débris au milieu de l'océan. Il fallait donc récupérer l'épave pour entamer l'enquête. Retrouver les boîtes noires s'annonce difficile. Il y a environ 70 mètres de fond, et la violence de l'impact a détruit les balises acoustiques subaquatiques des enregistreurs. Les balises subaquatiques, qui permettent de localiser les enregistreurs sous l'eau, avaient été arrachées. On a donc eu énormément de mal à retrouver les boîtes noires contenant les enregistrements. 9 jours après l'accident, le sous-marin télépiloté de la marine américaine, Deep Drone, retrouve la première des 2 boîtes noires, l'enregistreur de paramètres qui contient des données sur le comportement de l'avion et de ses systèmes embarqués. 4 jours plus tard, c'est au tour de l'enregistreur phonique d'être récupéré. Il est acheminé avec précaution jusqu'à un laboratoire du NTSB. Cet appareil a enregistré tous les sons entendus dans le cockpit lors des 30 minutes de vol. Ce matériel est conçu pour résister à des impacts correspondant à 3400 fois la force de la gravité. La récupération de l'enregistreur phonique permet de se faire une idée des dernières minutes d'un vol qui s'est soldé par une catastrophe. Les enquêteurs espèrent y trouver la clé qui permettra d'élucider le mystère de l'accident du vol 990. La première priorité pour le NTSB est de faire traduire les bandes de l'arabe vers l'anglais. L'enregistrement phonique était de bonne qualité, facile à exploiter et à traduire. Cet enregistrement ne constitue qu'une partie de l'enquête et s'ajoute à de nombreuses autres pièces du puzzle, comme celles fournies par l'enregistreur de paramètres, l'examen de l'épave, etc. Pour les enquêtes de grande envergure comme celle-ci, le NTSB travaille souvent conjointement avec le FBI. Il faut en effet gérer les débris au cas où ils deviendraient des pièces à conviction. L'ancien directeur adjoint du FBI, Lou Chiliro, connaît bien la procédure liée aux accidents d'avion. Au moment du drame d'Égyptaire, nous étions déjà habitués à enquêter sur des accidents aériens, surtout pour déterminer s'il pouvait s'agir d'un acte terroriste. Le FBI cherche donc des signes de bombes, de terroristes ou de cibles éventuelles à bord.
On a comparé la liste des bagages et celle des passagers. On a regardé s'il y avait quoi que ce soit d'inhabituel dans le manifeste. On a demandé au personnel d'embarquement s'ils avaient noté quelque chose. On a visionné les bandes de vidéosurveillance pour voir si quoi que ce soit d'inhabituel avait été embarqué. Mais on n'a trouvé aucun indice de la présence d'un engin explosif à bord ce soir-là. Les enquêteurs américains du NTSB ne détectent aucune anomalie dans l'étude de l'enregistreur de paramètres. Mais pour leurs homologues égyptiens, il manque des pièces du puzzle. Une bonne partie de l'épave est encore sous un hangar dans l'état de Rhode Island. Et les enquêteurs égyptiens espèrent y trouver la cause du crash. Ils cherchent une cause mécanique susceptible d'expliquer l'accident tout en explorant d'autres hypothèses. Une étude sur l'accident, publiée en janvier 2001, envisage une erreur de pilotage, un facteur incriminé dans un tiers de ce type d'accident. Souvent, il y a également un lien entre une telle erreur et une mauvaise météo. Mais l'accident du vol 990 s'est déroulé par temps clair et avec des pilotes chevronnés. Ce qui s'est déroulé dans le cockpit va diviser les enquêteurs et alimenter une crise internationale. L'enquête s'oriente dans deux directions. Un défaut de l'avion et les actions des pilotes. Et les rumeurs vont bon train sur les raisons susceptibles d'expliquer ce drame. Première question clé. Pourquoi l'OPL de relève est-il arrivé plusieurs heures plus tôt que prévu? Il n'était censé remplacer Adel Anwar que bien plus tard. Mais au cœur, pour Tarek, le frère aîné d'Adel, ce point est un faux problème. Si je suis avec un ami en voiture et qu'il me demande s'il peut conduire à ma place, est-ce que ça pose problème? Si Adel n'avait pas assez dormi et si le commandant Gamil lui a dit d'aller se reposer, ça ne pose pas de problème. Lorsque les actions survenues dans le poste de pilotage sont synchronisées avec l'enregistrement phonique, on obtient un enchaînement de décisions pour le moins déroutantes. Je reviens. La chronologie indique en effet qu'après le départ du commandant El Habashi, il y a eu une suite de sons difficiles à interpréter. Contrôle-le. Puis l'OPL de relève débranche le pilote automatique. Je m'en remets à Dieu. C'est alors que l'avion commence à descendre en virant sur sa gauche. Pour les experts égyptiens, la décision de Gamil El Batouti de couper le pilote automatique peut avoir été motivée par un mouvement imprévu de l'avion qui l'a incité à prendre les commandes en manuel. Mais le chef de l'enquête du NTSB ne partage pas cet avis. Nous n'avons décelé aucune raison expliquant le débranchement du pilote automatique suite à une défaillance. Normalement, les mouvements de l'avion ne doivent en rien troubler le confort des passagers. Après avoir débranché le pilote automatique, Gamil El Batouti pousse le manche, abaissant ainsi les gouvernes de profondeur. C'est ce qu'indique l'enregistreur de paramètres. Il tire ensuite les automanettes, réduisant la puissance des moteurs et provoquant le plongeon de l'appareil. Les enquêteurs égyptiens pensent qu'il n'essayait pas de faire s'écraser l'avion, mais qu'il y a peut-être eu une panne des gouvernes de profondeur qu'il n'a pas réussi à corriger. Sur les bandes d'enregistrement, cependant, aucune discussion n'évoque un problème de ce genre. Quand le commandant de bord parvient à regagner le poste de pilotage et demande à l'OPL ce qui se passe, il n'obtient aucune réponse. Ancien directeur du département sécurité aviation, Bernard Loeb a supervisé toutes les enquêtes menées par le NTSB. Il est admis que dans le poste de pilotage d'un avion de ligne de n'importe quelle compagnie aérienne au monde, lorsque le commandant pose une question, l'OPL répond. Or, lorsque le commandant a posé des questions, Gamil El Batouti n'a pas répondu. Pour enrayer la chute, le commandant de bord tire de toutes ses forces sur le manche, mais sans parvenir à reprendre totalement le contrôle des gouvernes de profondeur. Il actionne alors les automanettes. Mais il ignore que quelques secondes plus tôt, l'OPL a coupé l'alimentation des moteurs en carburant.
Les experts égyptiens pensent que Gamil El-Batouti a peut-être agi par prudence. D'après les paramètres du vol, un voyant indiquant une pression d'huile trop basse s'est allumé. Ceci peut vouloir dire qu'il y a eu une extinction des réacteurs. L'OPL a peut-être alors coupé l'alimentation en carburant dans le cadre de la procédure de rallumage des moteurs. Coupe les moteurs, c'est fait! Le NTSB étudie lui aussi ce scénario. Les moteurs coupés, un bimoteur de nuit au-dessus de l'océan. Nous ne comprenions pas comment une urgence quelconque aurait pu inciter à couper toute la puissance d'un appareil qui s'éloignait de l'aéroport. Les enquêteurs égyptiens privilégient la thèse de la panne des gouvernes de profondeur. À Washington, au siège du NTSB, l'analyse de l'enregistreur de paramètres indique que le commandant El Habachi tirait sur le manche pour redresser le 767, alors que l'OPL semblait pousser sur le sien pour faire piquer l'avion. Le fonctionnement des gouvernes de profondeur est simple. Si on tire sur le manche, elles se relèvent et font monter l'avion. Si on le pousse, elles s'abaissent et font descendre l'avion. Alors que les panneaux sont habituellement tous les deux baissés ou relevés, il semble là qu'ils aient été dans des positions opposées. Pour les experts égyptiens, l'accident est peut-être le résultat d'une défaillance au niveau des gouvernes qui a occasionné un braquage, un blocage des commandes. Coincés en position basse, ces gouvernes ont alors fait plonger l'avion de manière incontrôlable. Ils pensent aussi que l'OPL tentait de reprendre le contrôle des gouvernes et que lui et le commandant El Habachi travaillaient en tandem. Tire! Une défaillance des gouvernes de profondeur pourrait expliquer le comportement inhabituel de Gamil El-Batouti. Tire! Des preuves étayant cette théorie apparaissent lors de l'analyse des débris. Les enquêteurs font en effet une découverte très intéressante. 3 rivets cisaillés de manière inhabituelle. Or, ces éléments jouent un rôle important dans la fixation du système des gouvernes de profondeur du 767. Les consultants égyptiens concluent que les éraflures sur la surface métallique de ces rivets montrent qu'ils ont été sectionnés dans 2 directions différentes. L'une d'elles pourrait être attribuée au crash. L'autre pourrait indiquer que la rupture a eu lieu avant. Elle serait alors peut-être l'indice d'un blocage des gouvernes. Les experts égyptiens attirent sur ce point l'attention de la FAA, l'autorité civile de l'aviation américaine. La FAA ordonne alors une inspection de ces rivets sur tous les Boeing 767 en service dans le monde. L'inspection permet de déceler 136 rivets cisaillés. 34 avions sont cloués au sol pour réparation et la FAA conclut que ce problème peut effectivement conduire à une perte de contrôle de l'aéronef. Les experts égyptiens ont reconstitué un scénario plausible. Les rivets cisaillés des gouvernes de profondeur du 767 révèlent un blocage susceptible d'avoir occasionné un braquage des gouvernes que les pilotes n'ont pas réussi à corriger. Mais là encore, Greg Phillips ne partage pas leur avis. De par leur conception, les commandes du 767 peuvent être séparées en cas de défaillance d'une des 2 gouvernes. Dans ce cas, la personne qui contrôle encore l'avion peut continuer à le faire, malgré la panne de l'autre gouverne de profondeur. Avant de devenir journaliste, William Langewish était pilote de ligne. Il a demandé qu'on programme en simulateur les manœuvres du vol 990 afin qu'il puisse tester les réactions des pilotes. Voir un avion plonger de manière aussi folle, voir l'altimètre défiler à une vitesse pareille, entendre les alarmes, c'est terrifiant. William Langewish a tenté un certain nombre de tactiques pour enrayer le plongeon. Finalement, on m'a demandé d'attendre un temps incroyable de 15 secondes. Être assis dans un 767 ou tout autre avion devenu incontrôlable,
sans rien faire pendant tout ce temps, c'est long 15 secondes. C'est inconcevable, mais je l'ai fait. Et malgré cette attente de 15 secondes, j'ai réussi, sans talent particulier, en réagissant presque comme n'importe quel élève pilote l'aurait fait, à reprendre le contrôle de l'avion, à enrayer sa chute avant qu'il ne dépasse ses limites. Aucun 767 n'a jamais souffert d'un braquage des gouvernes et plongé de cette façon avant ou depuis cet accident. Les experts en aéronautique embauchés par l'Égypte ont élaboré divers scénarios dans lesquels une panne de gouverne pouvait être à l'origine de l'accident. En fonction des données dont nous disposions suite aux tests effectués et en mettant en commun les meilleures idées de tous à l'époque, nous n'avons pas pu reproduire le comportement de cet avion dans le cadre des divers scénarios proposés. Une fois les scénarios de panne mécanique rejetés et la thèse de l'attentat écartée, le FBI reprend ses recherches sur la vie privée de l'officier pilote de ligne, Gamil El-Batouti. Moins de 3 semaines après la catastrophe, les journaux rapportent que dans les derniers instants du vol, El-Batouti aurait dit « Ma décision est prise, j'ai foi en Dieu ». De là à conclure que c'était peut-être un activiste islamiste et qu'il a détruit volontairement l'avion, il n'y a qu'un pas. Sauf que cette traduction est erronée. Notre enquête a montré qu'El-Batouti était très croyant, mais rien ne permettait de conclure que sa ferveur était exacerbée ou qu'elle allait au-delà de celle d'un autre croyant. Dans ce cas, qu'a-t-il dit et quel sens faut-il y voir? Le professeur égyptien Amin Bonna enseigne l'arabe à Washington à l'université de Georgetown. Tawakkaltu signifie « je dépends, je me repose, j'ai confiance ». Allah signifie « sûr » et Allah signifie « Dieu ». Tawakkaltu Allah signifie « de Dieu je dépends, quelle que soit la chose que j'entreprends ». C'est ce que disent les gens lorsqu'ils entament un voyage ou lorsqu'ils prennent leur voiture pour rentrer chez eux. Tawakkaltu Allah. On le dit également avant de passer un examen. C'est une phrase très positive. Ce n'est pas le genre de choses qu'on dirait avant de commettre un crime ou de se suicider. Lancer cette phrase courante une fois est donc normal. Mais l'OPL va la répéter à 11 reprises. Que se passe-t-il? Tawakkaltu ala Allah. Je me serais attendu à ce que le commandant El-Batouti dise « Les moteurs sont en feu » ou « Quelque chose ne marche plus » ou « L'avion surchauffe ». Quelque chose dans ce goût-là. Mais il a répété sans arrêt « Tawakkaltu ala Allah ». C'est pas logique. Pour la famille El-Batouti, au chagrin s'ajoute le besoin de défendre l'honneur d'un père. Lorsqu'il est mort, la seule chose qui pouvait nous réconforter, c'était de savoir qu'il avait eu une fin honorable. Aujourd'hui, on essaye de nous retirer ça. Il y a toutes sortes de pannes possibles. Pourquoi s'entêter à dire que c'est un acte délibéré? Que ça n'était ni la mécanique ni la météo? Pourquoi? Parce que c'était un pilote égyptien. Le président du NTSB évoque la possibilité d'un acte criminel. L'enquête pourrait dès lors être confiée intégralement au FBI. En consultant les experts et les autorités afin d'évaluer pleinement ce renseignement, le NTSB cherche seulement à faire preuve de prudence avant toute prise de décision visant à confier la responsabilité de cette enquête au FBI. D'après Walid El-Batouti, le neveu de Gamil, le président égyptien, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air de son pays, connaissait Gamil. Hosni Moubarak demande à son homologue Bill Clinton d'intervenir pour empêcher que l'enquête ne soit confiée au seul FBI. Depuis l'accident, Walid El-Batouti est devenu le porte-parole de la famille. Le personnage le plus haut placé dans ce pays, le président égyptien, a été pilote dans l'armée de l'air. Or, il a dit, d'après mon expérience, c'est un problème à la queue de l'avion. Il y a eu quelque chose. Ça n'est pas un suicide.
Il peut s'agir d'un ennui mécanique, d'un défaut de fabrication ou d'autre chose. Aux États-Unis, on se penche cependant sur Gamil El-Batouti et un éventuel mobile. Le FBI va éplucher le passé de l'homme aux commandes du vol 990, interrogeant ses collègues et ses amis jusqu'à découvrir sa face cachée. Car il semble désormais que pour trouver la cause de l'accident, il faille en effet se pencher sur la vie de l'OPL de relève. Il avait 59 ans, bientôt 60. Il n'était jamais monté au-delà du poste d'OPL, ce qui a pu créer une certaine animosité de sa part à l'égard d'Égyptaire. Il avait quelques soucis d'ordre financier et certains membres de sa famille avaient des problèmes de santé. L'accusation a dit que sa fille était malade et que peut-être il s'était suicidé à cause de ça. Mais laissez-moi vous dire ceci. Les médecins lui avaient annoncé, avant ce vol, que sa fille réagissait bien au traitement. Et il en était très heureux. Il était ravi de rentrer. Ce soir-là, Gamil El-Batouti rapportait effectivement le dossier médical de sa fille, entre autres choses. Il a aussi acheté des pneus pour son fils. Ils se sont disputés à ce sujet au téléphone. Mon père m'a appelé pour que je vienne à l'aéroport, car il ne pouvait pas transporter les 4 pneus tout seul. Il lui a dit, je te ramène tes pneus et tu ne veux même pas venir les chercher? Quoi de plus naturel? Pourquoi un homme qui s'apprête à se suicider ferait-il ça? À New York, le FBI poursuit son enquête à l'hôtel Pennsylvania, où Égyptaire réservait une 50aine de chambres pour ses équipages. L'enquête du FBI sur le passé d'El-Batouti a duré environ 1 an. D'après les dépositions que nous avons recueillies dans les différents endroits où il descendait, il s'est avéré qu'il avait tendance à importuner les femmes dans les hôtels. Hey, beauté, où t'es passé? À l'époque, ça paraissait totalement anormal pour quelqu'un comme lui. Cet homme marié et père de 4 enfants avait la réputation de draguer et harceler les clientes et le personnel féminin dans les hôtels. Le FBI découvre ainsi que 2 ans plus tôt, 2 jeunes femmes avaient signalé qu'il les avait appelées sur le téléphone de leur chambre pour leur demander de regarder par la fenêtre, de l'autre côté de la cour. Joli bronzage. Ils s'étaient alors déshabillés, ce qu'elles avaient signalé au service de sécurité de l'hôtel. Mais ces provocations ne s'étaient pas arrêtées pour autant. Une femme de chambre a expliqué au FBI que la nuit avant l'accident, Gamil El-Batouti l'avait à nouveau harcelé. Arrête, je veux te parler. Je te donne $100 pour venir dans ma chambre. Je suis pas là pour ça. Fichez-moi la paix. Le prends pas comme ça. Avec ce témoignage, la liste des femmes victimes de harcèlement de la part de Gamil El-Batouti s'allonge un peu plus. D'après les déclarations recueillies à l'hôtel, ça s'est passé bien avant. Pas la veille, contrairement à ce qu'on a raconté. La femme de chambre a pourtant bien dit au FBI que l'incident avait eu lieu le 29 octobre 1999. 3 mois après le début de l'enquête du FBI, un avion d'Égyptaire se pose à Londres. Son commandant de bord demande l'asile politique au Royaume-Uni. Il affirme avoir des renseignements sur la cause de l'accident du vol 990 et craint d'être victime de représailles en Égypte. Le commandant Hamdi Taha était un collègue de Gamil El-Batouti et il a décidé de quitter sa femme, sa famille et son pays. Le FBI envoie un agent spécial à Londres pour interroger le commandant Taha aux côtés des Britanniques. Saviez-vous qu'El-Batouti faisait preuve d'un comportement sexuel déplacé? Oui, et c'est très sérieux. Je le tiens de pilote en qui j'ai confiance. El-Batouti s'est retrouvé dans le pétrin à cause de ses dérapages sexuels à New York, avec des femmes de chambre. Il suivait aussi des femmes.
La compagnie aérienne l'a toléré pendant un temps, puis elle lui a dit plusieurs fois « Vous pouvez peut-être vous en tirer ailleurs, mais en Amérique, vous représentez notre pays. Vous ne pouvez pas vous comporter ainsi. » Les renseignements du commandant Taha sont des oui-dire, mais son récit de la rencontre entre l'OPL et le chef pilote d'Égyptair intéresse les enquêteurs. Hatem Roujdi est allé trouver El Batouti le soir avant le vol 990. Ils se sont vus à l'hôtel. Il lui a expliqué qu'il ne pouvait plus couvrir son comportement et qu'il fallait faire quelque chose. En clair, le vol de retour New York-Le Caire serait son dernier. Gamil, ça fait un bail qu'on se connaît. Mais les États-Unis pour toi, c'est fini. Il ne revolerait plus à destination des États-Unis. El Batouti avait bénéficié de privilèges énormes, et voilà qu'on les lui retirait. Il était humilié. Donc pour moi, voilà ce qui s'est passé. Il a dû se dire, si c'est mon dernier vol, ce sera aussi le dernier d'Hatem Roujdi. Dans certaines sociétés, des employés arrivent armés au bureau pour se venger de certains supérieurs. El Batouti a peut-être pensé qu'Égyptair était la cause d'une partie de ses problèmes. Malheureusement, là, il s'agissait d'un bureau volant à 33 000 pieds. Le FBI transmet le témoignage d'Hamdi Taha au NTSB. Mais les autorités égyptiennes demandent qu'un autre pilote de la compagnie soit interrogé. Mohamed Badraoui connaissait Gamil El Batouti depuis 40 ans. Interrogé par le NTSB, il explique qu'il a discuté avec Hatem Roujdi de l'attitude à adopter vis-à-vis de son collègue. Saviez-vous si Hatem Roujdi était au courant du problème El Batouti? Bien sûr. Mais il faisait celui qui ne savait pas, car il était chef pilote. Badraoui confirme qu'Hatem Roujdi en avait assez de ce comportement. Badraoui lui-même en avait d'ailleurs parlé à son ami Gamil. Lui avez-vous dit ce qu'il risquait s'il ne vous écoutait pas? Pas grand-chose, en fait. Il était en fin de carrière. On ne touche pas aux employés qui arrivent à la soixantaine. Je sais. Je ne dis pas que tu as fait quelque chose de mal, mais c'est ce que eux disent. Je sais que tu es mon ami. Il suffit d'attendre et ils s'en vont. Mohamed Badraoui aurait demandé à Hatem Roujdi de faire preuve de patience, étant donné qu'il n'y avait plus que 3 mois à attendre avant que Gamil El Batouti parte à la retraite. On est resté dans l'armée de l'air pendant 40 ans. Il n'y a plus que quelques mois à faire. Hatem Roujdi envisageait donc bien de prendre des mesures contre Gamil El Batouti. Mais d'après Badraoui, il n'y aurait pas eu de rencontre entre les deux hommes ce soir-là. Cependant, Hamdi Taha n'est pas au bout de ses révélations. À Londres, le commandant d'Égyptair qui a demandé l'asile politique a en effet d'autres choses à raconter aux membres des services secrets britanniques et aux agents du FBI. Quand il a eu les transcriptions de l'enregistreur phonique, le chef des opérations d'Égyptair a convoqué tous les équipages à une réunion extraordinaire au Caire pour nous décrire les faits. Rien que les faits, sans faire de commentaires, sans donner d'explication par rapport à un éventuel problème technique. Il n'a rien dit, mais tous les pilotes ont compris qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Et il nous a demandé de n'en parler à personne. Ne dites rien à vos familles, ni au téléphone, ni entre vous. Nous avons donc tous compris que El Batouti avait agi volontairement. Du point de vue américain, il pourrait s'agir de 216 meurtres et d'un suicide. Du point de vue égyptien, c'est impensable. Dans une culture qui privilégie les liens familiaux et une grande ferveur religieuse, on ne se suicide pas. Cette histoire a de nombreuses facettes.
Elle touche la religion, les croyances, la culture. Je crois qu'aujourd'hui encore, dans la mentalité égyptienne, les gens ne croient pas que des musulmans, des Égyptiens, des individus issus de cette culture puissent se suicider. Les différences culturelles n'ont pas été les seuls freins à cette enquête. Lorsque nous nous sommes rendus en Égypte pour fouiller son passé, c'est devenu un problème très sensible pour le gouvernement égyptien. Les efforts du FBI pour cerner la personnalité de Gamil El-Batouti ont été entravés. On est arrivé à un stade où il nous était quasiment impossible d'étudier tout ce qui nous intéressait. Le 21 mars 2002, à l'issue d'une enquête qui aura coûté quelques 10 millions de dollars et duré 2 ans et demi, le NTSB publie son rapport. On peut y lire « La cause probable de l'accident du vol Égyptaire 990 est l'interruption des conditions normales du vol et conséquemment l'impact à la surface de l'océan Atlantique, ceci étant le résultat de l'utilisation des commandes de vol par l'OPL de relève. » Furieuse, l'autorité de l'aviation civile égyptienne rétorque « Il est évident que le NTSB n'a pas mené l'enquête sur cet accident avec le professionnalisme qu'attendait le gouvernement égyptien. » L'ancien directeur de la sécurité aviation du NTSB réfute ces propos. Le manque de professionnalisme, c'était le refus de la part des Égyptiens d'admettre, face à des preuves irréfutables pour quiconque sachant mener une enquête sur un accident d'avion et ayant des connaissances en aérodynamique et en aéronautique, que quelqu'un avait intentionnellement plongé cet avion dans l'océan. Aucun des scénarios proposés par les Égyptiens ou par nos services, envisageant la possibilité d'une panne mécanique des gouvernes de profondeur, ne correspondait à la physionomie du vol ou à une situation où l'avion était devenu irrécupérable. À l'instar de bon nombre de ses compatriotes, Walid El-Batouti refuse de croire que son oncle ait été un tueur fou. C'est un simple accident d'avion. Ça a été monté en épingle sans la moindre raison, parce qu'on a voulu étouffer l'affaire. Greg Phillips est convaincu d'avoir étudié dans les moindres détails toutes les pistes et tous les scénarios. Lorsqu'on choisit de devenir enquêteur, on le fait dans l'esprit d'empêcher d'autres accidents de se produire, et pas pour dissimuler ce qui s'est passé, quelles que soient les raisons avancées. À ce que je sache, ça n'est jamais arrivé. Je ne crois même pas que ça ait failli se produire. Les avis continuent de diverger à propos de ce qui est arrivé au vol Égyptaire 990. Et beaucoup de questions demeurent sans réponse pour des familles aujourd'hui brisées et qui continueront longtemps de souffrir de ne pas connaître le fin mot de cette tragédie.